Eh bien, bonjour à tous, des maths dans Nôle. Merci d'abord à Thierry Quimper de m'accueillir pour cette conférence. C'est très, très agréable et très gentil de leur part d'avoir pensé à moi. Ça me permet donc d'évoquer un sujet qui est un petit peu un sujet, un peu ma marotte, si je puis dire, depuis quelques années. C'est à la fois, évidemment, tout ce qui touche au corpus des contes et des légendes bretonnes, mais au-delà des contes et des légendes, aussi des chants traditionnels bretons. On parlera du Barzaz Braise un petit peu, évidemment, et puis de Tolkien et de toutes ses œuvres, et puis enfin d'une découverte plus récente que j'ai faite il y a quelques années du Kalevala, et un petit peu, comment dirais-je, la, comment dire en anglais, it rings a bell, quoi. Quand j'ai lu le Kalevala et quand j'ai lu Tolkien, ça m'a rappelé plein de choses que j'avais lues dans les contes bretons, dans les légendes bretonnes et au-delà, au Pays de Galles et en Irlande, et même les légendes celtiques, les mythes celtiques beaucoup plus anciens. Et au fur et à mesure de mes lectures, je me suis dit, mais il y a vraiment quelque chose à croiser. Et en étudiant un peu la vie de Tolkien et puis ce qu'a été aussi la création du Kalevala, je me suis aperçu qu'il y avait plus que des points communs et des ponts. Donc, on va commencer. Alors, ma première diapo, c'est enquête ou promenade. Alors, d'abord, je voulais vous prévenir que ce matin, c'est en français. Cet après-midi, c'est en langue bretonne. Donc, évidemment, je dois avouer que j'ai fait un diaporama qui est en breton, avec quelques intitulés en français pour que vous ne perdiez pas. Mais bien évidemment, je vais traduire ce qui est important à connaître. Donc, ne soyez pas effarés ou apeurés ou stressés par les diapos qui apparaîtront dans une langue que vous ne comprenez pas. Je serai là évidemment pour vous accompagner dans cette promenade linguistique, car ça va être une promenade linguistique aussi ce matin. Donc, une enquête, oui, c'est une enquête. Moi, je l'ai vécu un peu comme ça, en cherchant à droite à gauche sur la vie et des recherches sur la vie de Tolkien, sur ce qu'a fait Elias Lönnrot pour le Kalevala, et puis relire aussi les contes bretons que j'avais lus à une époque de ma vie quand j'étais plus jeune pour apprendre le breton, mais je veux dire, on ne relit pas non plus. Donc, c'était pour moi aussi une enquête. Puis c'est aussi une promenade parce qu'on va se promener dans plein de pays, dans plein d'univers différents. On va essayer de créer des liens. Donc, il faut voir ça un peu comme une randonnée et puis aussi comme une histoire, comme un conte. Donc, et tous les contes commencent par Il était une fois, donc en breton on dit Orvechewa. Et j'ai eu la chance de lire il y a quelques années un recueil de contes en gallois. Et au début de ce recueil de contes, il y avait ce petit texte en langue galloise que je vais vous traduire, hein, qui en 2 mots résume en disant que un vieux monsieur dans son coin, donc au point du feu, tel qu'on voit dans l'image derrière nous, comment dire, lui disait que c'est avec son père qu'il avait entendu et appris les contes, et que son père lui-même l'avait entendu avec ses ancêtres, et qu'à la suite de son père et des ancêtres, il avait continué à les compter. Donc, on est vraiment dans quelque chose, aussi bien pour le Kalevala que pour les contes bretons et les légendes celtiques, dans quelque chose qui s'est transmis de génération en génération pendant des siècles. Ça nous envoie carrément, même je pense au début de l'histoire humaine, quoi. Dès que les hommes se sont mis autour d'un feu et ont commencé à raconter ce qu'ils ont fait la journée pour aller à la chasse, ou peut-être comment dire, Troyuker, excuse-moi si le breton vient un petit peu, la langue est aussi présente pour la présentation, mais toutes les aventures qu'a pu avoir le chasseur dans sa journée, il raconte au feu, autour du feu le soir. Je pense que c'est là que ça a commencé finalement. Et ça a continué avec Homère, ça a continué avec l'Iliade, ça a continué avec toutes les histoires que les mythologies qui se sont transmises de génération en génération. Et ça nous amène aujourd'hui avec des textes qui ont été collectés au siècle dernier, comme le Kalevala, comme les contes bretons, et des créations littéraires comme celles qu'a fait Tolkien, qui sont finalement une petite synthèse de toutes ces mythologies, de toutes ces traditions. Donc, il était une fois en celtique, la Bretagne, Tolkien et le Kalevala. Le premier chant du Kalevala, le premier, comment dirais-je, le premier couplet du Kalevala, je le trouve très très joli et résume finalement en quelques vers exactement ce que tout conteur, toute personne qui est sensible à ces traditions transmises de génération en génération, de bouche en bouche, d'oreille en oreille. C'est vraiment un très bon résumé. Alors, je suis désolé, je ne parle pas finlandais, je m'en expliquerai tout à l'heure, donc c'est aussi la limite de l'exercice aujourd'hui. Hein. Autant l'anglais, évidemment, je le comprends et je le lis, autant le breton, évidemment, je le comprends, je le lis, je le parle, autant le finlandais, pour moi, est une langue complètement étrangère que je ne maîtrise absolument pas. Donc, j'en parlerai tout à l'heure. Donc, je vais vous lire, puisqu'on est sur la présentation en langue française, je vais vous lire donc le premier couplet, je trouve très beau. Le désir têtu me démange, l'envie me trotte la cervelle d'aller entonner la chanson, bouche parée pour le chant mage, égrénant le dit de ma Jean,
la rune enchantée de ma race. C'est une traduction de Gabriel Reboursé, qui a traduit et qui a fait une magnifique traduction du Kalevala. Et je pense vraiment ça résonne. On sent vraiment qu'on a le conteur qui est devant nous et qui va nous raconter toute cette histoire. Et quand on commence à lire les chants du Kalevala, même avec évidemment la distance que met la traduction en français, on rentre vraiment dans un monde merveilleux. On est vraiment sous la tente ou sous la yourte ou au coin du feu avec le vieux conteur finlandais qui va nous raconter l'histoire justement de son peuple. Et le Kalevala, c'est bien ça aussi, l'histoire d'un peuple, avant tout. Mais on est aussi dans un voyage et dans une randonnée ou une enquête qui touche aux langues beaucoup. Tolkien, j'en parlais tout à l'heure, était avant tout un linguiste, un philologue. Et donc, on va se voir croiser plusieurs univers linguistiques et culturels. Si je prends cette carte en la prenant par la gauche, on a un domaine celtique, donc j'ai fait un cercle vert. Vous avez donc le gaélique, que vous voyez en haut à gauche, avec gaélique d'Écosse, gaélique d'Irlande, le gallois, évidemment, qui était très important pour Tolkien, la langue bretonne, qui est évidemment une langue éminemment honorable et respectable et qui doit être respectée partout, n'est-ce pas, c'est d'actualité, et surtout qui a été un vecteur de transmission des contes, des légendes et des chants jusqu'à notre époque. Donc ça, c'est le domaine celtique, et Dieu sait si Tolkien s'est appuyé sur le domaine celtique. Mais Tolkien, c'est aussi quelqu'un qui est avant tout un professeur d'université, de vieil anglais, donc on en parlera tout à l'heure avec Beowulf, par exemple. Donc c'est aussi quelqu'un qui évolue dans un domaine, le domaine des langues scandinaves et germaniques, norvégien, suédois, danois, évidemment l'islandais, pour des raisons d'études de textes anciens comme l'Edda poétique. Et puis, quand on passe au Kalevala, on passe évidemment à un domaine linguistique qui est à la fois proche et distant, qui est le domaine finno-hongrien. Donc, ça touche le finnois, le karélien, le lapon, et des langues qu'on voit, regardez tout en haut la carte, qui continue à l'est, sur les marges et la côte nord de la Russie, et ça va jusqu'au-delà de la Volga. Il y a tout un tas de peuples dont je vous passerai les noms qui sont très compliqués, je ne connais pas par cœur, je l'avoue humblement, qui parlent des langues qui sont du domaine finno-hongrien. Et puis on a le hongrois, qui est au cœur du domaine indo-européen, qui est une branche de cette famille de langues, mais qui reste malgré tout une langue d'origine finno-hongrienne. Donc ça veut dire qu'on a un monde avec le Kalevala qui est à la fois proche du monde indo-européen et de ses légendes, et linguistiquement aussi, et en même temps qui appartient à un autre domaine linguistique et une autre famille de langues. Mais comme la Finlande a été pendant de nombreux siècles rattachée à la Suède, elle a subi une forte influence, je dirais, nord-ouest occidentale, et puis aussi une forte influence suédoise et germanique au niveau de la langue et de la culture. À savoir qu'en Finlande, encore aujourd'hui, vous avez toute la côte ouest qui est peuplée de gens qui sont de la minorité de langue suédoise. Et il y a aussi une île au large de la Finlande qui est entièrement, bien qu'étant finlandaise, est entièrement de langue suédoise. Donc voilà, tous ces domaines vont se croiser à la fois au niveau linguistique, à différentes époques de l'histoire européenne, et puis aussi au niveau culturel. Et c'est à travers ces différents fonds culturels et linguistiques que Tolkien va construire à la fois sa culture d'écrivain, mais aussi sa culture d'universitaire, et qui va lui permettre de produire ensuite les œuvres dont on parlera. Donc des liens qui sont de différents types, des liens que Tolkien a créés lui-même finalement en croisant ces cultures pour créer son œuvre, mais aussi des liens qui sont des liens historiques dus à la fréquentation, à la proximité politique, historique ou géographique de ces différents territoires, encore une fois, linguistiques et culturels. Les cartes, c'est très important, puisque il ne faut pas oublier que Tolkien, c'est un homme qui est de la fin du 19e et du début du 20e, du tout début du 20e, par son éducation, sa culture et ses références. Tolkien, c'est un homme de l'époque victorienne, même si évidemment il va vivre bien après, à la fin de l'époque victorienne, on est bien d'accord, et il va mourir à la fin, dans le dernier quart du XXe siècle. Mais on le sait tous, on est formé en grand type avant nos 20 ans, hein, tous autant que nous sommes, quelles que soient les expériences qu'on vit après. Et Tolkien, lui, c'est quelqu'un qui va évoluer dans un monde qui est le monde de la carte que j'ai mis là, c'est-à-dire un monde d'empire.
l'Empire austro-hongrois, l'Empire allemand, l'Empire britannique, bien sûr, même la France est un empire colonial. Les frontières n'ont plus rien à voir avec ce que nous connaissons aujourd'hui. Il va connaître aussi un grand bouleversement, il va naître dans ce monde-là, celui que vous voyez, et il va mourir dans le monde post-1945, guerre froide, avec des frontières complètement différentes. Si vous regardez la carte, là où vous êtes à une époque où Metz, Strasbourg, Mulhouse, tout ça, ça fait partie de l'Empire allemand. Et quand vous regardez à l'est, je parle uniquement pour l'Allemagne, qui est un pays que je connais un peu, quand vous regardez à l'est de la carte, vous apercevez que tout ce qui est aujourd'hui territoire polonais, voire russe ou estonien, à l'époque fait partie entièrement de l'Empire allemand. Donc sa vision du monde, sa construction du monde intellectuelle et géographique va se faire à travers cette géographie qui est celle de l'Europe jusqu'en 1918. Et ça, c'est très important. Il va être aussi marqué par la Première Guerre mondiale, on en parlera plus tard. Et j'ai entouré aussi sur la carte, donc en Grande-Bretagne, la ville de Birmingham, où Tolkien va passer une grande partie de son enfance, et qui est donc éminemment britannique, il se sent toujours beaucoup plus anglais que britannique d'ailleurs, mais surtout qui n'est pas si loin que ça du Pays de Galles, et ça expliquera que sa proximité, sa découverte du gallois, que j'expliquerai un peu plus loin. Pour ce qui est des cartes, ce n'est pas du tout un fait exprès. J'ai sélectionné une carte de la Terre du Milieu, que l'on trouve en haut à droite, une carte du monde, disons, du Kalevala. Il faut savoir que Kalevala, ça veut dire le suffixe là désigne un pays, une zone géographique. Donc Kalevala, c'est le pays de Kaleva. Et puis, donc, vous avez Pohjola, qui est en réalité le monde du Nord, le monde des morts, le monde de la froidure, etc. Et puis à gauche, j'ai sélectionné deux cartes qui sont des cartes dessinées par Langley, qui qui représentent pour l'une, en breton, Roanteles en Diouvreis, le royaume des deux Bretagnes. Donc on voit bien la proximité géographique entre la Bretagne et les pays celtiques des îles britanniques. Et pour la deuxième, elle est tirée de Tristan nach Isolde, d'un Tristan et Isolde, écrit par Xavier de Langley. Et elle montre aussi tous les trajets qu'effectue Isolde, Tristan, dont je parlerai aussi tout à l'heure, entre les différents pays celtiques. Et on voit cette proximité culturelle et géographique entre différents pays celtiques qui n'est pas toujours évidente aujourd'hui. On n'est pas toujours au fait que la Bretagne est avant tout un pays celtique et qu'elle se rattache culturellement par beaucoup d'aspects, bien plus aux pays celtiques des îles britanniques que, disons, aux pays plus continentaux auxquels elle est rattachée politiquement à l'heure actuelle. Donc cette géographie, ce qui m'a aussi étonné, parce que j'ai fait des recherches sur Internet pour trouver différentes cartes pour illustrer mon propos, c'est aussi la proximité, je dirais, iconographique de ces différentes cartes, faites pourtant par des gens très différents, à des époques très différentes. Et on trouve une parenté. Alors évidemment, c'est sans doute un hasard, mais ça contribue à penser qu'il y a malgré tout beaucoup de liens et de ponts à jeter entre ces différents univers, donc l'univers de Tolkien, le Kalevala et le monde des légendes et des mythes et des celtiques et bretons. Proximité aussi au niveau, je dirais, ethnologique. Elias Munroth, avec son Kalevala, ça couvre grosso modo peu ou prou le 19e siècle. Le Kalevala étant publié en 1835. On va parler de trois autres personnages importants de l'histoire de la littérature bretonne et du collectage en Bretagne. Et donc la ville marquée, Luzel et Le Bras. Et ces trois personnages, dont je vais développer un petit peu plus d'ici 2 ou 3 diapos, sont des collecteurs qui couvrent, disons, tout le 19e siècle et le premier quart du 20e siècle. Et puis, on a Tolkien qui, lui, apparaît, né en tout cas à la fin du 19e, et va commencer à construire son œuvre à partir de 1914, 1915, 17, et donc jusqu'à sa mort en 1973. Ce qui est important, c'est qu'on voit bien qu'il y a une espèce de tuilage. Alors évidemment, toutes ces personnes ne se connaissaient pas, loin de là, mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'au-delà des liens je vais essayer de dégager entre ces différentes œuvres et les influences qu'elles ont pu avoir les unes sur les autres, au-delà des liens qu'il peut y avoir, il y a aussi une proximité, je dirais, chronologique, qui explique aussi que la manière de voir le monde, la manière de l'étudier, la manière de l'analyser, s'il y a aussi des liens entre ces différentes manières de regarder le monde et la culture de ces différents espaces linguistiques et culturels et légendaires, ce n'est pas non plus un hasard. On est sur des gens qui sont à peu près, peu ou prou,
du même siècle, en tout cas, qui partagent les mêmes valeurs et les mêmes repères, je dirais, culturels et sociétals. Un petit focus sur ce qui m'a amené à travailler sur ce sujet. Ce sont les livres. Alors, il n'y a pas que ça, bien évidemment, mais ce sont les livres qui, principalement, ont croisé mon chemin, ou moi, j'ai croisé la route de ces livres, de ces ouvrages-là, et qui m'ont, comme je disais en début d'exposé, qui m'ont fait toucher du doigt qu'il y avait beaucoup de plus qu'un air de famille entre ces différents ouvrages. Donc, en haut à gauche, j'avais deux ouvrages de Langleish. Xavier Langleish qui avait écrit en breton Tristan Iseult et le roman du roi Arthur. Évidemment, Tolkien, le Hobbit. Alors, il y a une traduction en breton du Hobbit qui vient de paraître l'année dernière, qui est très, très bien. Il vaut vraiment la peine d'être acheté et d'être lu. Différents produits de collectage comme La Bouse Averionnée, l'oiseau de vérité, Trudé et Miline, les contes de Glomel, Contadino Gronvel, etc., Contadino Arbaup, évidemment, de Franche-en-Nuel, François Luzel, et puis évidemment le Kalevala d'Elias Lenroux. Donc d'un côté, comme c'est marqué en breton, mais je vais vous le traduire, on a des romans d'aventure, fantasy, comme on dit en anglais, qui sont avant tout l'œuvre d'un écrivain, qui sont donc une œuvre d'imagination avant tout, il ne faut pas l'oublier. Ensuite, on a un recueil de chants, on va le voir tout à l'heure, collecté évidemment sur le terrain, mais remanié peu ou prou par quelqu'un qui était un savant, donc Elias Lenroth, et qui était aussi un homme qui était très, très proche de sa culture, de sa langue et de son pays et de son identité. Et puis, on a enfin un corpus de contes, de légendes, de chants qui ont été collectés et aussi arrangés, il faut bien dire, par plus d'un collecteur à la fois très savant et aussi très attaché à sa culture, à leur culture, à leur langue et la langue bretonne, et aussi à l'identité de leur pays, la Bretagne. Un petit focus avant d'aller plus loin sur la notion de chant. Dans Tolkien, ce qui est très intéressant, ce qui donne un caractère extrêmement vivant au texte de Tolkien, c'est le fait que régulièrement, certains personnages comme Gimli le nain ou Aragorn, le héros, le beau héros de l'histoire, chantent une gwerse. Alors, je suis désolé, j'utilise le terme gwerse parce que c'est le terme qui me vient naturellement à l'esprit. Ça me fait vraiment penser au gwerse quand je lis le texte en anglais. Le terme utilisé plutôt par Tolkien, c'est plutôt le lait, un lait à la manière des laits de Marie de France, hein, pour ceux qui connaissent les textes de Marie de France à l'époque médiévale, en langue française, sur la matière de Bretagne. Et donc, Aragorn, par exemple, chante un moment un extrait du lait de Luthien, qui est un lait un peu à la manière de Tristan et Iseult, et puis le lait de Durin, ou le Gwers Durin, qui est chanté par Gimli quand ils sont dans la Moria, c'est plutôt un chant un peu historique, nostalgique sur l'histoire d'un roi de l'ancien temps qui a disparu et dont on chante encore la mémoire. Et d'ailleurs, l'intitulé que j'ai mis en haut, hein, je vais le lire en breton, Bars ayo en dein pehini a gane vidar bopl. C'est une citation, une phrase qui a été dite par un paysan breton, un collecteur au XIXe siècle, donc un barde ou un poète en breton. C'était un homme, c'était quelqu'un qui chantait pour le peuple. Et ça m'a fait un écho aussi avec un autre texte que je vous encourage vivement à lire si vous ne l'avez pas fait, même si c'est un petit peu en dehors de mon sujet, pas tant que ça finalement. Je ne pouvais pas tout mettre dans mon exposé. C'est l'Iliade d'Homère. Et vous avez un moment où je crois que c'est Hélène qui est avec Priam, le roi Priam. Et si j'ai bonne mémoire, c'est Priam qui dit que, ou c'est Hélène qui dit que les chanteurs sont là pour chanter les aventures et les exploits des guerriers qui resteront vivants comme cela éternellement. C'est vrai que le chant, c'est une manière de garder vivant pendant des siècles et des siècles la mémoire de personnages historiques ou autres qui ont peut-être disparu de la mémoire habituelle, qui auraient disparu de la mémoire quotidienne autrement. Donc, dans Tolkien, beaucoup de chants. Le Kalevala, évidemment, c'est un recueil de chants. Donc là, on est carrément dans le sujet. C'est aussi un recueil où on parle beaucoup du kantele, j'en parlerai tout à l'heure. Le kantele, c'est un instrument de musique un peu à mi-chemin entre la sitar, la harpe. Dans le Barzaz-Braise, évidemment, dont on parlera, le Barzaz-Braise, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un recueil de chants traditionnels bretons qui a été collecté au XIXe siècle, je développerai tout à l'heure un petit peu. Évidemment, il y a des guerzios, donc des chants
historiques et des zoniaux, qui sont des chants un peu plus profanes. Et puis dans les contes bretons, alors évidemment dans les contes bretons, on ne chante pas de la même manière qu'on le fait dans Tolkien, dans Barzaz et Kalevala, bien évidemment, mais on a aussi malgré tout à certains moments dans les contes bretons des chants. Il y a 3 contes particulièrement. Le premier, c'est en Triboquet de Pimpino, les 3 bouquets de Pimpino, où il y a une chanson qui rythme un peu le conte. Évidemment, le Argoriganed, le fameux chant, le fameux conte breton, où tous les enfants des écoles bilingues le connaissent, hein, Dilun Dimers Dimerer, Diriewa Digwener, le chant où les corrigans font le rythme les jours de la semaine en demandant ce qu'on leur améliore la chanson. Et puis il y en a un qui réussit et à qui on enlève la bosse, ça c'est toujours avec un bossu. Et l'autre qui ne réussit pas, il récupère la bosse du copain. Enfin, c'est une histoire qui est assez sympathique. Dans les écoles, on l'entend souvent. Et puis un autre conte qui nous ramène un petit peu un peu plus proche de notre sujet, qui est à Ruemar et Zisquarnmar, le roi Marc aux oreilles de cheval, où là on a un roi Marc qui a des oreilles de cheval et il se fait couper les cheveux, le pauvre ami, mais évidemment les coiffeurs, il est obligé de les tuer, parce que sinon ils vont raconter partout que le roi Marc a des oreilles de cheval. Donc il a pitié finalement d'un des coiffeurs, et puis le coiffeur il n'arrive pas à tenir son secret, il va crier son secret dans un trou qu'il fait dans la dune, au bord de la mer, mais pas loin de la dune, il y a aussi des plantes là, dont on se sert pour faire les chalumeaux, les hanches plutôt des bignous, et puis voilà, donc la hanche du bignou est taillée dans une de ces plantes, et au moment où le bignawer, le talabarder, le nom ne vient pas en français, le joueur de biniou, pardon, va chanter, va sonner devant la cour du roi, au lieu de sonner de la musique, c'est le biniou, il raconte l'histoire du roi Marc. Donc on revient un peu à notre sujet. Et puis évidemment, dans les légendes celtiques, on a souvent, il faut savoir que souvent les textes des légendes celtiques qui ont été trouvés ou gardés dans les livres, cette fois-ci évidemment, d'origine irlandaise ou galloise, sont souvent des parties chantées qui alternaient avec des parties contées. Donc, mais au-delà de ça, on a par exemple dans Tristan et Iseut, clairement Tristan, qui joue de la rote, hein, qui chante. Donc le chant était aussi très important dans ces sociétés-là, et on le retrouve dans les textes qui ont été conservés. Nous allons rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Je parle du Kalevala depuis le début de mon exposé, et finalement, je me dis peut-être que parmi vous, il y en a qui ne savent absolument pas ce que c'est que le Kalevala. Je ne vais pas leur jeter la pierre parce que moi, je l'ai découvert très, très tard. Je connaissais le Kalevala à cause d'un dessin animé qui avait été fait dans les années 70, plutôt pas très bien réussi, et ça m'avait à la fois attiré à l'époque, j'étais adolescent, et en même temps, pas vraiment séduit. Et puis, il y a quelques années, c'est pas si vieux que ça, 6-7 ans, je suis tombé sur donc la traduction de Gabriel Rebourset, qui a été édité chez Gallimard. Et voilà, je suis tombé amoureux du Kalevala, une espèce de coup de foudre littéraire, comme j'en ai eu plusieurs fois dans ma vie. Donc le Kalevala, c'est quoi? C'est Mémoire d'un peuple, j'ai mis en français, œuvre d'un homme. Le monsieur que vous voyez en photo, c'est Elias Nenroth. Elias Nenroth, c'est un fils de tailleur. Alors, tailleur en breton, c'est Kemener. Et pour nous, bretons, c'est très important parce qu'on sait toute l'importance qu'avaient les tailleurs dans les transmissions des contes, des rimadels. C'était des gens qui avaient le temps, en tout cas, pendant qu'ils s'occupaient à tailler et à coudre des habits, ils avaient la tête qui était plus ou moins libre. C'était souvent des bons chanteurs, des bons rimailleurs, comme on dit. Donc le fait que le père de Elias Nenroth soit un tailleur, je ne sais pas si le tailleur en Finlande a la même tradition que le tailleur en Bretagne, mais ce n'est pas impossible que ce soit aussi grâce à son père qu'il ait été sensibilisé au chant et à la culture disons, finlandaise. Donc il se trouve que ce monsieur, quand il était petit, était très doué. À 5 ans, il savait déjà lire. Donc évidemment, il a été repéré par un pasteur dans son village, et puis on l'a envoyé faire des études, et puis il va se passionner, il va devenir médecin. Et en même temps, il va se passionner pour la culture finlandaise et puis pour la langue finlandaise, évidemment. Il est bilingue, il parle le suédois et le finlandais. Il faut savoir qu'à l'époque, le finlandais, donc j'en ai parlé tout à l'heure, la Finlande vient juste, au moment où Elias Lönnrot naît, la Finlande vient juste de quitter le giron de la Suède, auquel elle était rattachée depuis plusieurs siècles. Et comme à l'époque, les pays changeaient de propriétaire, comme maintenant les usines changent de propriétaire, on ne s'occupait pas de la population. Donc, le roi de Finlande, le roi de Suède a dit tiens, allez, je vais faire un petit cadeau au tsar de Russie. Je vous résume en 2 mots, mais c'est presque ça. Et la Finlande est devenue russe. Bon. Donc, ce qui est intéressant, c'est que tant que la Finlande a été dans le giron suédois, il y a eu vraiment une volonté de
comment dire, je vais utiliser un barbarisme franchement pas très beau, mais de suédiser, si je puis dire, la Finlande. Donc, la langue suédoise était la langue de l'élite, la langue de la haute société, la langue des gens, des bourgeois, de la noblesse. Et le finlandais était devenu la langue du peuple et qui est en train de perdre même beaucoup de terrain au sein du peuple lui-même. Paradoxalement, le fait que la Finlande soit rattachée à la Russie, ça a permis dans un premier temps d'échapper à l'emprise évidemment suédoise. Et les Russes, justement pour aider la Finlande, qui était un grand-duché, hein, une espèce d'autonomie quand même, pour aider la Finlande à échapper définitivement à l'emprise culturelle de la Suède, à favoriser, à encourager le développement des études sur la culture, la langue et les traditions finlandaises. Donc évidemment, tous ceux qui étaient attachés à ces différents domaines se sont engouffrés dans cette brèche. Elias Lönnrot a créé une association de défense, de promotion dans ces différents domaines. Et puis, comme médecin, dans la mouvance du 19e siècle, hein, qui était la redécouverte des cultures traditionnelles, on en parlera pour la Bretagne, mais c'était vrai aussi au Danemark, en Allemagne, avec les contes de Grimm, Andersen, etc. Il y a eu une redécouverte des cultures traditionnelles et populaires. Et donc, Elias Lönnrot va parcourir la Finlande pendant de nombreuses années comme médecin, ce qui va l'aider aussi à être en contact avec la population. Il va faire à pied. Alors, le dessin qui est à gauche, hein, c'est bien un dessin de l'époque. On voit Elias Lönnrot avec son bâton. Alors, l'été, il était à pied, l'hiver, il était en ski. Et il a passé des années et il a collecté des dizaines de milliers de vers. On n'imagine pas, nous qui aujourd'hui avons tant de peine à mémoriser un numéro de téléphone portable, on n'imagine pas à l'époque ce qu'était la capacité de mémorisation des populations qui étaient illettrées au sens, je dirais, je vais utiliser un terme peut-être un petit peu politique, mais bourgeois du terme, je pense qu'on peut parler de ça, alors qu'il y avait une culture immense, ces gens-là étaient des lettrés, ils ne savaient pas écrire, mais ils avaient une connaissance fine des choses et une connaissance de tradition séculaire. Donc tout ça, il va le collecter, et puis en 1835, il va en faire la somme, et il va donc publier le Kalevala. Le Kalevala, c'est un recueil de 50 chants traditionnels. Alors évidemment, il ne va pas non plus le publier exactement comme il l'a collecté, parce que par exemple, il y a des chants grivois. Donc on est quand même au 19e. Il ne faut pas parler sexe, hein, pas parler choses comme ça. Puis il ne faut pas donner une place trop importante aux femmes. Il faut qu'elles restent un petit peu à la place auquel on imagine qu'elles sont à l'époque. Hein. Toutes les femmes qui m'écoutent à la minute comprendront ce que je veux dire. Et on n'en est pas complètement sorti. Mais enfin bon, c'était encore pire à l'époque. Et donc voilà. Et puis surtout, il a le sentiment, et beaucoup de collecteurs dans différents pays d'Europe ont le même, il a le sentiment qu'en fait, ce qu'il a collecté, ce sont des miettes, ce sont des morceaux du chant, d'un chant, comment dirais-je, en breton on dit quand meurt, d'une épopée, voilà, cherchez le terme, d'une épopée qui a été cohérente, homogène il y a plusieurs siècles, et qui au fil du temps est tombé en morceaux et s'est éparpillé. Et lui, il essaie de recréer cette épopée originelle. Et honnêtement, le modèle, pour beaucoup des collecteurs du 19e, c'est l'Iliade d'Homère. Recréer une épopée qui soit comparable à ce que Homère a écrit. On voit ça aussi dans les Balkans. Il y a tout un travail de collectage qui a été fait dans les Balkans, dont je ne parlerai pas aujourd'hui, je n'aurai pas le temps, mais qui reprend un peu cette idée. Donc cette épopée, le Kalevala, l'épopée d'un peuple, c'est Elias Lönnrot qui va le recréer. Donc il va, dans le Kalevala, publier certains vers qu'il a collectés tels qu'ils sont. D'autres, il va les remanier, parce que bon, c'est toujours très, très correct de les publier tels qu'ils sont, ça pourrait choquer des bonnes âmes de l'époque. Et puis pour créer du lien entre ces différents chants, il va quelquefois réécrire des vers qu'il va écrire lui-même, ou réadapter des vers qu'il a collectés mais les modifier, tout ça pour créer une cohérence entre les différents chants. Donc il va se comporter comme un aide, comme faisaient les aides, comment dirais-je, en Grèce, hein, qui étaient là pour recoudre, entre guillemets, les chants entre eux, les chants grecs entre eux. Lui, il va faire un peu la même chose. Cette œuvre-là, quand elle va être publiée, elle va sortir 500 exemplaires. C'est donc très, très clairement, ce n'est pas tout à chacun en Finlande qui va se jeter dessus pour le lire, mais les 500 exemplaires vont être lus par des gens qui vont en faire comment dire, une œuvre majeure pour l'identité finlandaise. Clairement, le Kalevala, c'est même encore aujourd'hui. Hein, moi, je n'ai jamais visité la Finlande, mais bon, j'ai pu voir différentes émissions et me renseigner sur ce sujet. Il semble qu'encore aujourd'hui, le Kalevala, c'est vraiment quelque chose d'important. Vous avez des sociétés de banque, par exemple, qui ont pris des noms tirés du Kalevala,
des sociétés d'entreprises, comme des entreprises de travaux publics, ont des noms tirés du Kalevala. Il y a plein de choses, des peintres, des musiciens. Tout ça, c'est vraiment. Et puis surtout, c'est ce qui a permis aux Finlandais de prendre conscience qu'ils étaient un peuple, une nation. Et ça les a amenés sur le chemin de l'indépendance, du combat pour l'indépendance au 19e et au 20e siècle. Donc voilà pour Elias Lönnrot, mais j'en parlais tout à l'heure encore. Les légendes, contes et chants bretons. Alors vous avez toute une liste qui ne doit pas vous faire peur, et aussi un memento pour moi, pour ne pas oublier ce que j'ai à vous dire. Mais surtout, on va commencer par les 3 personnages que vous voyez en haut à droite. J'en ai parlé tout à l'heure, donc vous avez la ville marquée, qui est un monsieur de la noblesse bretonne du sud de la Bretagne, du côté de Quimperlé, Nison-Quimperlé, qui va faire un ouvrage majeur de la littérature bretonne, que je vous conseille, si vous n'êtes pas bretonnant, de lire en français, même si la traduction n'est jamais aussi bien qu'originale. Et si vous êtes bretonnant ou vous avez envie d'apprendre le breton, un des premiers livres à lire, ce sera le Barzaz-Breiz, je vous le conseille vivement. Le monsieur va donc faire le Barzaz-Breiz, il va travailler exactement de la même manière qu'Elias Lönnrot, c'est la manière de travailler à l'époque. Il va donc collecter des chants parmi les paysans et les paysannes du sud de la Cornouaille. Il va les remanier, certains, les remaniements quelquefois sont un peu plus poussés pour certains chants que pour d'autres, dans l'idée lui aussi de recréer une épopée bretonne, des chants historiques, de retrouver ce qu'a été l'histoire de la Bretagne, puisqu'on n'a pas beaucoup de manuscrits anciens en langue bretonne. Luzel va faire le même travail, mais lui va le faire dans le Trégor. Ceux qui ne connaissent pas la Bretagne, le Trégor, c'est grosso modo l'ouest des Côtes d'Armor. Je simplifie vraiment à l'extrême. Et puis Anatole Lebras, que vous voyez en dessous, qui est donc, lui, il est un peu plus récent, il va mourir en 1926. Et là, il est justement, on l'est pris en photo alors qu'il fait du collectage auprès de Marguerite Philippe. Marguerite Philippe. Donc lui, il va plutôt être sur les contes et légendes. Et il va aussi travailler sur le Trégor, mais pas que, il va travailler un peu aussi sur toute la Bretagne. Donc ces 3 collecteurs, ils vont nous permettre aujourd'hui d'avoir ce que j'ai là devant ma table, sur ma table pendant que je vous parle, différents recueils de contes en langue bretonne, qui, quand on les croise avec des contes gallois, irlandais, ou même des mythes beaucoup plus anciens, carrément celtiques, nous donnent un aspect, nous donnent une idée très claire de ce qui a pu survivre pendant des siècles et pendant des générations dans la mémoire populaire, alors que bien souvent les manuscrits étaient détruits ou perdus, ou parce qu'écrit en breton et plus compris par la haute société, étaient abandonnés, quelquefois mangés par les souris, carrément. Et puis on a aussi, alors vous allez me dire, je vais en parler tout à l'heure, c'est très hétérogène tout ça, mais ça a une cohérence malgré tout. On a aussi les textes comme Tristan et Iseut, comme les Laits de Marie de France, comme le roman du roi Arthur et la quête du Graal. Alors vous allez me dire, mon Dieu, ce Tabuteau, il va nous mélanger des contes collectés au 19e voire au 20e siècle avec des manuscrits qui datent du 12e, 13e, 14e siècle, même plus anciens pour certains. Mais tout ça a une cohérence, et cette cohérence, il ne faut pas penser que la distance chronologique soit un obstacle, parce qu'on a prouvé, enfin c'est pas moi qui l'ai prouvé, mais il y a un chercheur qui s'appelait Donatien Laurent, monsieur Donatien Laurent, qui est décédé il y a un an maintenant, 1 an et demi, qui a prouvé lors d'un travail très très passionnant, vraiment passionnant sur le chant de Skolvand. Il a pu établir un lien entre un chant collecté, tenez-vous bien, dans les années 1950 en Centre-Bretagne, avec un manuscrit gallois, connu de tous, qui datait, lui, du Moyen-Âge. Et il y a un couplet, par exemple, de chants collectés en Bretagne dans les années 50, qui est presque identique mot pour mot à un des couplets de la même histoire, si je puis dire, raconté dans ce manuscrit gallois du Moyen-Âge. Donc il y a à la fois la distance chronologique, il y a la distance de la langue, et pourtant la même histoire est racontée quasiment de la même manière, le même nom est utilisé. Enfin, c'est vraiment soit juste quoi, sabatus, étonnant et estomacant de voir ces proximités. Donc mettre en lien par exemple Tristan et Iseut avec certains contes bretons collectés au XXe siècle ou même au XIXe, franchement, c'est vraiment pas un problème parce que la proximité est tellement évidente, et je vais en parler tout à l'heure, qu'on peut vraiment se baser sur un corpus qui semble hétérogène de vue de l'extérieur, mais qui n'est absolument pas quand on baigne dans ce monde-là depuis pas mal d'années, comme c'est mon cas. En tout cas, on découvrira aussi que, et ça c'est vraiment au corps défendant, à mon avis, corps défendant de Tolkien, on s'apercevra que bien souvent Tolkien a mis dans ses histoires et dans ses œuvres
des choses qui nous font immanquablement penser à la culture bretonne et au conte breton. Et la preuve en est, nous arrivons maintenant à Tolkien. Donc, gardez ça en mémoire ce que je viens de dire, je le mets entre parenthèses, je vais parler un peu de Tolkien, on reviendra sur ce que je viens de dire sur la proximité avec les légendes bretonnes et les œuvres de Tolkien. Alors, Tolkien, c'est quand même un sacré personnage. Ce monsieur, il est né en Afrique du Sud, à l'époque où, évidemment, Afrique du Sud, fin du 19e siècle, colonie britannique, on sortait de la guerre des bourgs, enfin bon, pas un endroit très facile. Son père était de lointaine origine allemande. Et ce monsieur va avoir un début de vie pas facile quand même, hein, parce qu'il va se retrouver orphelin de père, il a 3 ou 4 ans. À 12 ans, il est orphelin de mère, donc à 12 ans, il se retrouve orphelin avec son frère. Heureusement, il va être pris en charge par un pasteur, d'ailleurs, qui s'appelle, le nom de famille s'appelle Morgan. Il faut savoir que Morgan, c'est un nom d'origine galloise, donc je n'ai pas fait de recherche de ce côté-là, je n'ai pas trouvé d'informations, mais je ne serais pas étonné que ce pasteur soit d'origine galloise, qui pourrait expliquer les choses aussi peut-être pour l'étude de la carrière de Tolkien. C'est une hypothèse, je ne l'ai pas vérifiée. Mais donc ce jeune Tolkien va réussir à faire des études grâce à une bourse qui va lui être octroyée. Il va passer une partie de sa vie à Birmingham, après il ira à Oxford, et puis il va se découvrir une passion pour les langues. Alors, il va apprendre l'ancien anglais, le vieil anglais, il va apprendre le gallois. Alors le gallois, il va le découvrir de manière complètement inattendue. Il va voir, alors Birmingham, on l'a vu tout à l'heure sur la carte, n'est pas si loin que ça du Pays de Galles, et il va voir des trains passer avec des wagons, et sur les wagons, c'était écrit en gallois. C'est intéressant de voir quand même que fin du 19e siècle, au Pays de Galles, on avait des inscriptions bilingues anglais-gallois. C'est pas mal quand même, on a mis beaucoup plus de temps en Bretagne quand même pour avoir ça. Ferme la parenthèse. Et donc, il va avoir ça, il va dire, qu'est-ce que c'est que cette langue que je ne connais pas? Donc, il va avoir envie d'apprendre le gallois. Ce jeune homme, il a 15-16 ans, et il demande un livre en gallois. J'ai envie de lire du gallois. Il n'y comprend rien. Il dit, je ne comprends rien à cette langue, c'est quoi cette langue? Et c'est passionnant de lire sa vie. Il va apprendre le gothique. Alors, le gothique, ça n'a rien à voir avec l'écriture gothique. C'est une langue germanique qui a disparu au Moyen-Âge, mais elle a disparu suffisamment tard pour qu'on ait des textes. Les évangiles, la Bible ont été traduits en gothique. Donc, ce qui fait qu'on a une trace, malgré tout, les philologues peuvent se baser sur ce texte-là. Et puis, il va apprendre l'islandais, ce qui lui permettra de découvrir l'Edda poétique, les textes de Snorri Sturluson, etc. Et puis, il va apprendre le finnois. Et puis, évidemment, alors, plein d'autres choses. Le latin et le grec ancien, qui faisaient partie des incontournables des humanités de l'époque. Hein, on ne faisait pas d'études universitaires sans connaître le latin et le grec ancien. Le français, alors il aura beaucoup de ressentiments contre le français, parce que évidemment un amoureux de la langue anglaise, mais d'avant la conquête normande. Donc, c'est le texte de Beowulf. Hein. Et donc, le français, pour lui, c'est la langue qui a massacré l'anglais. Donc, il n'aime pas trop le français, ni la cuisine française. Ça, c'est très, très savoureux. Si je puis dire, de lire ce qu'il dit là-dessus. Il apprendra l'allemand. Enfin, voilà, c'est vraiment quelqu'un qui va… Et puis, surtout, très tôt, il va commencer à inventer des langues. Il en fera une à partir de l'espagnol, et puis voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui va vraiment être au début de son œuvre de création. Et il le dira plusieurs fois, il dira, c'est plus des mondes que j'ai construits pour donner une raison d'être aux langues que j'ai inventées que le contraire. C'est très intéressant, c'est peut-être pour ça qu'il y a une telle authenticité, bien que ce soit des œuvres ce soit des romans et des œuvres d'imagination. Fantasy, on dit en anglais, mais aussi en breton finalement. Fantasy plutôt en breton et fantasy en anglais, c'est que le fait même qu'il ait basé ça sur des langues qu'il a inventées, qu'il ait construit un univers autour des langues, ça donne quelque chose d'authentique et de presque réel à sa création littéraire. C'est peut-être ça qui le différencie de toutes les autres créations littéraires en heroic fantasy ou en littérature équivalente. Et donc, il va commencer par faire ses études, etc. Et puis, boum, Première Guerre mondiale. Et là, il va être confronté à un monde qui va aussi marquer son œuvre littéraire. La Première Guerre mondiale, les tranchées. Il va combattre sur le front de la Somme. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, je fais une petite parenthèse. 2 grandes batailles pendant la Seconde Guerre mondiale qui vont être vraiment des boucheries, il n'y a pas d'autre mot. Pour les Anglais, c'est la bataille de la Somme. Et puis pour les Français, c'est la bataille de Verdun, évidemment. Des centaines de milliers de jeunes gens entre 20 et 25 ans qui vont être fait menus en l'espace de quelques semaines. Et donc lui, il va être au milieu de tout ça. Il va perdre 3 de ses camarades, 3 de ses amis d'enfance. Il va tomber malade, il va être très, très marqué par tout ça. Mais en même temps, paradoxalement, c'est peut-être la chance de sa vie, d'une certaine manière, parce que
Il va tomber malade, donc il aura la chance de ni être blessé grièvement, ni d'être tué, tout bêtement. Et il va être rapatrié en Angleterre très vite. Et les 2 années suivantes, il va être obligé de rester en convalescence, parce qu'il va être constamment malade. Et il va consacrer ces 2 années finalement à commencer à écrire. Alors, il va écrire d'abord des œuvres qui sont un petit peu de style un peu décousu, mais il va commencer à écrire, par exemple, ce qu'il considérera comme étant son œuvre principale, c'est le Silmarillion, qui ne finira vraiment jamais, qui sera publié post-mortem. Mais voilà, c'est vraiment le début, je pense, de sa carrière littéraire. Bon, la guerre se finit, il va se marier, il va à Oxford, il devient enseignant, et là, il va faire quelque chose qui, moi, m'épate énormément. Il va être à la fois un papa de 4 enfants, a priori très disponible pour sa famille, parce qu'il écrit des lettres de Noël pour ses enfants, enfin, il fait même des dessins. Enfin, il va être professeur d'université. Tous ceux qui enseignent savent que ce soit en université ou ailleurs, ça prend du temps, hein, préparer les cours, faire les cours et corriger les copies et les examens. Et en même temps, je ne sais pas combien de temps il dormait, il devait dormir 2 heures par nuit, ce monsieur. Mais en même temps, il va écrire tout un paquet, tout un tas d'œuvres diverses et variées en anglais. Et il va commencer par des œuvres qui sont tirées directement des centres, des œuvres littéraires qu'il a étudiées ou qu'il a travaillées dans le cadre de ses études. Donc, Beowulf, évidemment, qui est le texte de littérature ancienne en langue anglaise de référence. Il va aussi travailler sur Sir Gawain and the Green Knight. Alors, nous, on a ça aussi en breton, il a été traduit par Robert Fond. Amar et Glace, qui est très intéressant, on parlera tout à l'heure, parce que c'est une histoire de chevalier qui doit aller se faire couper la tête, qui doit subir des épreuves, dont l'une est de se faire couper la tête. Et puis aussi, quelque chose que moi, je ne connaissais pas du tout, que j'ai découvert en préparant cet exposé, qui m'a un peu mis un petit peu mis paf quand même, pour parler de manière un peu vulgaire. C'est The Lay of Outru and Intrun. Alors, pour ceux qui parlent breton, alors ceux qui ne parlent pas breton, vont dire Outru Intrun, ça prend plus un nom comme ceux qu'on voit dans Le Seigneur des Anneaux, mais pour ceux qui sont bretonnants comme nous, comme en tout cas beaucoup de gens, peut-être même qui écoutent ce matin, je ne sais pas, Outru, ça veut dire monsieur ou seigneur en langue bretonne. Et Intrun, là, ça veut dire madame ou la dame. Et là où ça devient intéressant, c'est que ces braves gens, ils vont chasser dans le quad Brecquilian, qui est le bois de Brocéliande, rien que ça, et ils y rencontrent une sorcière qui s'appelle Corrigan. Évidemment, Corrigan, on sait que ça veut dire le nain, le petit nain en breton. Alors, ça nous fait penser aussi à une guerse dont je parlerai tout à l'heure, qui est la guerse de le seigneur Nan et son épouse, là, qui va chasser aussi pour trouver à manger pour sa épouse qui vient de mettre au monde un enfant. Il va rencontrer une Corrigande et il va y laisser sa vie d'ailleurs. Et donc, voilà, donc il a rédigé, c'est la seule trace directe que j'ai pu trouver d'une éventuelle influence bretonne, littéraire ou culturelle sur l'œuvre de Tolkien. Là, on a vraiment quelque chose de direct. Là, on sait que directement, Tolkien, à un moment donné, s'est intéressé au corpus des textes littéraires et comment dire, légendaires celtiques et surtout bretons. Donc, il y a eu une entrée de sa part. Après, il est plutôt passé par les légendes galloises, etc. Mais là, il y a eu quelque chose. Et je pense qu'il a été influencé probablement par les laits de Marie de France, qui ont été bien sûr traduits en anglais, qu'il devait connaître aussi, parce qu'il connaissait la langue française. Donc voilà, donc c'est intéressant de voir ça. Et puis évidemment, la chute d'Arthur, à savoir que le rapport des Anglais au corpus des textes du roi Arthur n'est pas celui qu'ont les Français, et encore moins celui qu'ont les Bretons. Il faut savoir qu'à une époque, les Anglais ont essayé de s'accaparer l'héritage arthurien pour carrément donner une légitimité à la maison royale des Plantagenets. Donc, ils ont même découvert la tombe d'Arthur à Glastonbury. Donc, il y a eu toute une histoire comme ça. Alors que nous, en France, on a plutôt essayé d'incorporer le corpus j'ai envie de dire les Français, je suis désolé, c'est peut-être un petit peu choquant pour certains d'entre vous, mais d'un point de vue culturel, on est obligé de fonctionner comme ça, les Bretons, les Français. Et donc, pour les Français, clairement, ça a été incorporé comme étant quelque chose d'intégrant de la littérature française et en minimisant au maximum l'héritage celtique. Et même pour les laits de Marie de France, par exemple, en le niant même carrément, en disant qu'il n'y a rien de celtique ni de breton dans les laits de Marie de France. On les lit, on se demande comment on peut dire des choses pareilles, mais bon, certains l'ont dit quand même. Et ensuite, on arrive donc au corps du sujet, qui est les œuvres qu'on connaît tous, de Hobbit, de Lord of the Rings. On les connaît surtout grâce au film de Peter Jackson. Je dois dire humblement que j'ai parlé tout à l'heure de la première fois que j'avais entendu parler de l'œuvre de Tolkien, c'est donc quand j'étais adolescent, avec ce fameux dessin animé plus ou moins raté. Mais clairement, moi, ce qui m'a fait rentrer dans l'œuvre de Tolkien directement, c'est les films de Peter Jackson. Et une fois que j'ai vu les films, que j'ai adoré personnellement,
j'ai eu envie de lire vraiment le livre. J'ai dit, ouais, maintenant, il faut y aller, il faut vraiment lire ce qu'il a écrit, quoi. Et j'ai lu Le Hobbit, et j'ai lu ensuite Le Seigneur des Anneaux, et voilà, quand je suis vraiment rentré dans ce monde-là à cette époque. Mais on a eu beaucoup d'autres choses qui ont été écrites par Tolkien. Donc le Silmarillion, pour lui, c'est vraiment son œuvre majeure, j'en ai déjà parlé. Il ne le finira pas, il n'arrivera jamais à vraiment le terminer. C'est son fils qui va publier en 73 et 77. L'histoire de la Terre du Milieu, History of Middle-earth, les enfants de Húrin, Children of Húrin, et deux textes qui sont très importants aussi pour nous, la légende de Sigurd et Gudrun, là on est vraiment sur Siegfried avec Brunhild, et puis The Tale of Beren and Lucien, qui pour nous est vraiment comparable à Tristan et Iseut et d'autres textes d'origine irlandaise et galloise. Donc tout ce monde-là, il s'est construit, il a été construit par Tolkien au fil de l'eau, au fil de ses découvertes culturelles depuis son adolescence jusqu'à la fin de sa vie. Et puis, ce qui est intéressant aussi, pour ceux qui ne connaissent pas du tout le personnage, c'est quelqu'un qui n'a jamais voyagé. Il était en Suisse une fois en 1911, mais il va en Suisse, il voit une vallée qu'il trouve magnifique, et c'est ça qui va lui servir de référence pour la vallée là où habite, pour la vallée de Fontcombe, pour ceux qui connaissent l'histoire de Tolkien. Il va une fois simplement pour rendre service à pour honorer un ami en Hollande pour une remise de prix, mais autrement, il va refuser, il ne bougera pas d'Oxford toute sa vie. Et cet homme qui ne va pas bouger de son bureau quasiment et de sa table de travail et de ses salles de classe, il va inventer un monde qui, personnellement, quand on le lit, nous fait voyager aux quatre coins de la planète et aux quatre coins aux quatre coins d'un univers fantastique qui vous fait rêver, quoi. Voilà. Donc, personnage intéressant, passionnant et puis étonnant. Un homme qui aimait les arbres. C'est quelqu'un que je trouve très, très sympathique. Voilà. Les langues. On a parlé des langues que connaissait Tolkien, et évidemment, dans Tolkien et dans ses œuvres, on parle des langues. Une des langues qui, alors chaque peuple, d'ailleurs à la fin du livre de Tolkien, il y a une explication sur les différentes langues, qui les parle, etc. Mais la langue qui, moi, personnellement, me touche beaucoup plus, c'est le Kenya ou la langue des elfes. Donc, j'ai mis tout en haut de ma diapo, une phrase écrite en elfique, avec la traduction en breton. Alors, je vais vous le mettre en français, bien sûr, hein. Donc, a priori, si j'ai bien trouvé le bon texte, j'espère que parmi vous, s'il y a des gens qui savent lire l'elfique, n'hésitez pas à me dire qu'éventuellement il y a une erreur, mais je suis incapable de la vérifier, je vois. Mais après, ma traduction est bonne. Donc, je suis venu de l'océan, je suis venu des terres du milieu dans l'océan. C'est là que je resterai, moi et mes descendants, jusqu'à la fin du monde. Voilà. Traduction du texte écrit en elfique. Et j'ai mis en dessous du moyen gallois, je dirais du Mabinogi. Mabinogi, c'est un recueil de textes légendaires gallois, médiéval, qui, quand on se préoccupe de légendes et de textes celtiques, on trouve beaucoup de liens avec à la fois les légendes irlandaises, mais aussi avec les légendes bretonnes. Alors, je ne vais pas vous le lire, je vais simplement vous en donner un petit peu le thème général. Grosso modo, dans l'une des aventures des Mabinogi, les héros doivent aller enterrer la tête d'un géant qui a été tué dans une bataille. Je schématise vraiment rapidement. Et donc, ils doivent le mettre, ça c'est intéressant, ils doivent aller l'enterrer à Londres, du côté de Londres, face à la mer, enfin, etc. Simplement, je voulais simplement attirer votre attention sur le graphisme du moyen gallois. Franchement, je pense que toute personne qui ne connaît ni le moyen gallois ni l'elfique, on mélange les deux textes, peu de personnes seraient capables de faire le distinguo. Donc, on voit bien l'influence à la fois technique et lexicale. D'ailleurs, Tolkien ne s'en cache pas, et aussi avec le finnois, j'en parlerai, et de l'ancien gallois avec l'elfique. Et en bas à gauche, vous avez donc en finnois le premier couplet du premier chant, dont j'en ai parlé tout à l'heure au début de ma présentation, du premier chant du Kalevala. Et là encore, on voit qu'au niveau graphique, hein, moi je ne parle pas le finnois non plus, évidemment, on a plus qu'une parenté entre ces différentes langues. Donc on voit bien tout de suite où a été cherché, à quelle source a été s'abreuver Tolkien quand il a voulu travailler sur les langues. Autre exemple, en haut à gauche, vous avez un extrait de l'Edda poétique, c'est un texte islandais du Moyen-Âge. Donc simplement, moi je ne parle pas l'islandais non plus, rassurez-vous.
Donc simplement au niveau graphique, vous avez à droite de nouveau un texte en moyen breton tiré du en moyen gallois, pardon, tiré du Mabinogi, donc texte gallois du Moyen Âge. Et à droite, vous avez donc un texte en gothique, c'est a priori le Notre Père en langue gothique, dont j'ai parlé tout à l'heure. En bas à gauche, vous avez du finlandais, et en bas à droite, vous avez un texte écrit en, comment dire, de nouveau en elfique. Donc prenez simplement 10 secondes, 30 secondes pour croiser, même si vous ne connaissez pas ces langues, et moi je suis loin de les connaître toutes, hein, clairement, à part le gallois, le reste, franchement, je n'ai pas de connaissances particulières. Donc, vous pouvez voir la parenté. On voit bien, encore une fois, à quelle source a été saboré Tolkien. Il n'est pas parti de rien. D'ailleurs, juste le temps que vous regardiez cette diapo, personnellement, quand j'ai vu le film de Peter Jackson et que j'ai entendu pour la première fois, je crois que c'était l'héroïne Arwen, l'elfe amoureuse d'Aragorn, qui disait quelques mots en elfique, j'ai tendu l'oreille, je me dit, c'est pas possible, c'est du gallois, quoi. Et j'ai réécouté le film après, et non, évidemment, je ne comprenais pas ce qu'elle disait, mais aussi, on dirait vraiment du gallois. Et ne serait-ce que le nom, d'ailleurs, de l'héroïne, j'en parlais tout à l'heure, Arwen, hein, qui se rapporte, qui est presque du breton pour nous. Hein. Les Bretonnants pourraient comprendre ce nom presque sans aucun problème. Donc, pour les langues, la filiation entre ces langues européennes, non indo-européennes, mais géographiquement européennes, comme le finnois, avec l'elfique, est évidemment évident et facile à tracer. Un petit peu d'humour pour faire une pause, le temps que je me serve une tasse de tisane, que parler, ça chauffe la gorge, messieurs, dames. Donc, si vous voulez vous prendre une petite tasse de quelque chose, vous levez pour aller à un endroit quelconque pendant 2 minutes. Donc voilà, donc on est dans une quête qu'on va commencer ensemble. On va rentrer vraiment dans le vif du sujet maintenant. On va tout bêtement vraiment étudier les personnages, les lieux, les événements, etc. Donc là, voilà, j'ai trouvé cette petite diapo, je la trouve très sympa. Donc, éléments déclencheurs, la quête, péripéties. Si parmi vous, il y a des enseignants, vous comprendrez tout de suite de quoi je veux parler. Et évidemment, ça gâche un peu le plaisir quand on est dans l'aventure. Ok, alors, les personnages. Donc, n'ayez pas peur, c'est tout le temps, je vais vous aiguiller pour les francophones. Donc, celui que j'ai mis vraiment en tête, c'est Aragorn. Aragorn, quand on le voit, quand on lit le texte de Tolkien ou quand on regarde le film, il ne faut pas mettre le film de côté, c'est aussi un élément important pour entrer dans l'univers de Tolkien, même s'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dans le film. Aragorn, il est plein de choses, Aragorn. C'est un guerrier, c'est un chevalier, c'est un chasseur aussi. C'est un guérisseur. Il est capable d'aider à Frodo à ne pas mourir, il connaît les plantes, alors que Frodo a été touché par un coup d'épée de la part des Nazgûl. C'est un archer. Le rôle de l'arc dans les légendes celtiques et aussi dans le Kalevala est important. L'arc, pour ces personnages, n'est pas une arme noble. On retrouve ça dans l'Iliade d'ailleurs, avec Paris et Hector. Paris, c'est un archer, il tue son adversaire de loin. Le vrai guerrier, lui, il se bat au corps à corps, il se bat à l'épée. Donc quelqu'un qui tire à l'arc, c'est quelqu'un qui est pleutre. Et on trouve ça au Moyen-Âge aussi. Hein. Les archers et les arbalétriers, par exemple, à une époque, étaient exécutés comme étant des gens qui n'étaient pas courageux, parce qu'ils n'allaient pas au combat au corps à corps. Le vrai chevalier se bat à l'épée. Mais malgré tout, le chevalier ne boude pas à l'arc quand il s'agit de chasser, de se nourrir. C'est donc quelqu'un qui manie l'épée, c'est aussi quelqu'un de la noblesse, et c'est quelqu'un qui est en lien avec le monde des elfes. Donc il est à mi-chemin entre le monde des hommes et le monde merveilleux des elfes. C'est donc un passeur aussi, c'est quelqu'un qui permet le passage entre ces deux mondes. Et à un tel point qu'il va avoir une liaison, une histoire d'amour avec une elfe. Et ça, ces histoires d'amour entre un humain et une elfe ou une fée, on trouve ça dans tout l'imaginaire européen. Je n'ai pas eu le temps de fouiller au niveau, de vous donner des exemples au niveau nordique, germanique, etc. Même dans le sud de l'Europe, je suis sûr qu'on trouvera les équivalents. Donc Aragorn, c'est ça avant tout. C'est quelqu'un aussi qui doit reconquérir sa couronne. Donc qui va en vérité faire un chemin, une quête, qui va mener un combat, qui va suivre un chemin pour lui redonner la place qu'il n'aurait jamais dû perdre à l'origine, puisqu'il était normalement l'héritier de la couronne, je simplifie un petit peu, mais il va devoir repasser par tout un cheminement pour retrouver cette place de souverain. Tristan, c'est quasiment le même personnage. Moi, quand je vois Aragorn, je vois Tristan, et quand je vois Tristan, je vois Aragorn. C'est un combattant, c'est un chevalier, c'est aussi un chasseur. Quand il part dans le bois du Mort-Roi avec Iseut, il a l'arc qui jamais ne faut. L'arc, il construit un arc très spécial, c'est un inventeur aussi.
Et ça me fait penser à Ulysse, hein, l'homme aux 1000 tours, hein, qui construit des machines pas possibles pour arriver à ses fins. Donc, Tristan, il va construire un arc qui atteint sa cible à tous les coups. Donc, il va pouvoir ramener de la viande, ramener du gibier pour nourrir les œufs. C'est quelqu'un de la noblesse aussi. C'est l'oncle du roi Marc. C'est aussi un chanteur et un zoneur en breton, c'est un joueur de musique. Je ne l'ai pas dit pour Aragorn, mais c'est aussi un chanteur, on l'a dit tout à l'heure. Et il est proche aussi du monde de la nature. Il vit dans les bois, il est capable d'imiter le chant des oiseaux. Donc, c'est quelqu'un aussi qui est un personnage qui est proche du monde sauvage. Il ne faut pas oublier que l'origine de Tristan, il ne faut pas regarder Tristan comme avec le regard de la littérature française. Il faut regarder Tristan avec le regard de la littérature galloise, la littérature gallique même, et celtique. C'est un homme qui vient du Nord, probablement d'origine picte. Donc, les Pictes, c'est l'Écosse. C'est quelqu'un qui vient d'une région qui est considérée à l'époque antique comme une région de mages, de druides, de gens qui font de la magie, de magiciens. Donc voilà, le lien entre les deux personnages, il est vraiment très net. Je ne sais pas si Tolkien s'est inspiré de Tristan pour Aragorn, mais il avait sûrement Tristan à l'esprit, à mon avis. Je fais un peu d'exégèse ici, hein, j'imagine des choses qui peut-être ne sont pas, mais en tout cas, moi, ça m'a paru complètement évident. Et dans les contes bretons, eh ben, on a la même chose. Dans les contes bretons, vous avez, alors ils ont plein de noms différents. Quand les contes, c'est Yann, c'est Charles, c'est Aurel, c'est Arthur. Arthur, mine de rien, dans un conte breton. Mais il est toujours Mabroé Brofrance. C'est toujours le fils du roi de France. Alors pourquoi le fils du roi de France? Parce qu'au 19e, 18e, la référence, c'est le royaume de France. Il n'y a plus de duché de Bretagne, évidemment. Mais c'est quelqu'un de la noblesse. C'est toujours quelqu'un de très costaud. C'est quelqu'un qui aime bien se battre. Il va à cheval, capable de chasser. Et puis qui joue du bâton. Alors le bâton, ça ne vous dit rien, vous, nous, les gens de notre époque, mais les paysans bretons, leur bâton, c'était comme l'épée pour un noble. Ils s'en départissaient jamais. Et ils avaient différents types de bâtons. Le bâton pour se battre, le bâton pour passer par-dessus les fossés qui étaient remplis plein d'eau. Fosiliou la Nazour. Enfin, voilà, donc le bâton, c'était un instrument de noblesse pour un paysan. Et puis en breton, on disait tous les Bretons sont tous gentils. J'ai fait du breton français. Tous les Bretons sont des gens sont des nobles finalement. Et on avait beaucoup de paysans bretons qui avaient des origines nobles. On a les témoignages de paysans bretons, de nobles bretons plutôt, qui posaient l'épée à l'entrée du champ, qui labouraient leur champ et qui reprenaient l'épée après. Donc une noblesse très nombreuse en Bretagne, mais très pauvre, qui souvent va perdre sa noblesse parce que justement elle devra travailler et elle va s'appauvrir beaucoup trop. Donc le héros dans les contes bretons, il est très proche de ce qu'on voit chez Aragorn et chez Tristan. Quand on va dans le Kalevala, c'est beaucoup plus compliqué. Et là, on va rentrer je vais faire une petite parenthèse, entre le monde breton, le monde celtique et le monde de Tolkien, les ponts sont souvent faciles à jeter et directs, de personnage à personnage quasiment, de personne à personne. Quand on veut se confronter au Kalevala, on s'aperçoit que quelquefois, il faut croiser plusieurs personnages du Kalevala pour retrouver quelque chose qui correspond au personnage de Tolkien ou au personnage des contes bretons. Là, 3 personnages recoupent plus ou moins à différents degrés ce qu'on trouve donc chez Aragorn, Tristan et chez les héros des contes bretons. Wainamoinen, Lemminkainen et Kullervo. Wainamoinen, c'est quelqu'un qui est le héros central du Kalevala. C'est un magicien, c'est le créateur du kantélé. C'est lui qui va, dans un chant, il explique comment il va créer le kantélé, qui perdra et qui refera une nouvelle fois. Le kantélé, donc, c'est cette sitar, cet instrument de musique qui est particulièrement important dans les légendes, dans le légendaire finnois. Et puis, il aura tout un tas d'aventures qu'il va mener. Il aura une aventure avec une jeune fille, beaucoup plus jeune que lui. Enfin, c'est quelquefois même un peu humoristique, hein, ce qu'il raconte, qu'il a raconté dans les chants. Lemminkainen, c'est un personnage, c'est un méréter en breton, comment je pourrais traduire ça en français? En langage un peu vulgaire, on dirait dragueur, quoi. C'est un gars qui aime bien les jolies filles, qui aime bien courir après, mais en même temps, c'est quelqu'un de très drôle, très amusant. Et puis, c'est aussi quelqu'un qui a un côté un peu magicien. C'est un bon copain, c'est le bon pote, quoi. Voilà. Bon pote rigolo, mais qui aime bien s'amuser et puis aller voir les filles. Voilà. Mais vraiment, c'est un personnage très sympathique. Kullervo, donc on retrouve un petit peu ce qu'on trouve dans les contes bretons. C'est souvent les
les personnages de contes bretons sont aussi des gens un petit peu il y a beaucoup d'humour dans les contes bretons. Et, et puis au plus qu'on retrouve un petit peu dans Tristan pour le côté, disons, et Aragorn pour l'histoire d'amour qu'ils vont vivre chacun de leur côté avec Iseult d'un côté et Arwen de l'autre. Pour la partie plus noire des différents personnages que j'ai cités précédemment, dans le Kalevala, on a Kullervo. Alors Kullervo, vous pouvez lire des histoires tristes, hein, mais alors lui, c'est plus triste que triste, quoi. Donc, il commence sa vie comme esclave, parce que toute sa famille est massacrée. Il se retrouve donc, comment dire, orphelin. Il va être tué, découpé en petits morceaux. Tout ce que vous pouvez imaginer de terrible, d'horrible et de triste, vous mettez un cran au-dessus et c'est Kullervo. Donc, par contre, ce qui est intéressant, c'est quand il va être tué, découpé en morceaux, sa mère, grâce à une pommade faite à partir du travail des abeilles et du miel, va le ressusciter. Et ça m'a vraiment, pareil, ça m'a vraiment touché tout de suite parce que ça, on retrouve ça dans les contes bretons. Dans les contes bretons, vous avez souvent un héros qui, je vous passe ces détails, mais qui se retrouve à être blessé grièvement, quelquefois même vraiment à l'article de la mort. Et grâce à, alors en breton on dit un ongant, grâce à une pommade qui lui est appliquée sur le corps, souvent par une vieille sorcière, enfin, il ressuscite, mais non seulement il ressuscite, mais il devient souvent plus beau et plus jeune. Donc c'est à la fois la notion de ressusciter, mais en plus c'est presque une cure de jouvence, quoi. Et là, on retrouve exactement la même chose avec Kullervo. Et sans faire d'extrapolation un petit peu tarabiscotée, on note quand même qu'il y a depuis quelques années, on a découvert que le miel avait des vertus curatives et même de cicatrisation. C'est utilisé dans les hôpitaux. Donc voilà, je ferme la parenthèse très courte, mais ça m'a fait penser aussi à ça. Donc, allez savoir d'où ça vient dans le Kalevala, peut-être la prise de conscience de ces qualités, les qualités du miel, tout bêtement. Donc le héros Aragorn Tristan, à l'évidence, il y a des liens quand même qui sont assez évidents. Le vieux sage. Alors, on pense à Gandalf. Alors, il faut savoir que Tolkien, Gandalf, il l'a trouvé tout bêtement en Suisse, une carte postale, quand il a été se promener en Suisse en 1911, et puis il a trouvé une carte postale avec un monsieur avec des longs cheveux et un chapeau, et puis il a dit, voilà, ça sera mon Gandalf. En tout cas, quand il a créé Gandalf, il s'est inspiré de ce personnage. Voilà d'où ça vient, d'un conte en Suisse, quelque part. Donc, évidemment, là, c'est plus facile de faire le lien, parce que Gandalf, c'est le magicien, c'est aussi l'homme qui rend service, qui aide. C'est aussi le bon ami, c'est l'ami fidèle, mais aussi un guerrier, hein, il manie l'épée, Gandalf, c'est pour ça que j'ai pris la photo, voilà, qui tire évidemment du film. C'est aussi quelqu'un qui voit le futur, qui peut lire le futur, qui connaît le passé. Donc on pense tout de suite à Merlin, évidemment, hein, que vous connaissez tous. Mais dans Tristan et Iseult, on a aussi Ogrin, le moine. Donc dans les légendes celtiques, vous avez toujours une forêt. On en parlera tout à l'heure, mais en général, les héros se perdent, se cachent dans la forêt. Et dans cette forêt, quand ils se perdent, ils se retrouvent toujours, au bout d'un moment, ils vont trouver l'ochen, on dit en breton, la hutte, voilà, la hutte d'un sabotier, d'un charbonnier souvent, donc des métiers qui sont sont en lien direct avec la forêt. Et puis souvent aussi la hutte d'un moine ou d'un ermite. Dans les contes bretons, en général, c'est en ermitco, c'est le mot français, c'est le vieillard. Et ce personnage, il est là aussi pour aider, pour aiguiller, pour soigner quelquefois, puis pour donner des petites aides pour permettre au héros d'aller jusqu'au bout de sa quête. Donc Gandalf, c'est un petit peu ça aussi. Il accompagne Frodo, il accompagne la compagnie de l'anneau, et puis il va se sacrifier même carrément pour eux à un moment, ressusciter ensuite, enfin, vous connaissez l'histoire, au moins qu'on vu le film, même si vous n'avez pas lu le livre. Donc le lien entre Gandalf, Ogrin Armanar, le moine dans Tristan, et puis Merlin, évidemment, dans les légendes celtiques ou en ermitcose, dans les contes bretons, il est évidemment direct. Et là, on peut faire un lien beaucoup plus facile avec deux personnages du Kalevala qui sont Ilmarinen et Wainamoinen. Wainamoinen, dont je n'ai parlé tout à l'heure, c'est aussi un poète. Ilmarinen, c'est un forgeron. Et Dieu sait si dans le monde celtique et aussi le monde germanique, les forgerons ont une importance. On forge les épées, on forge l'anneau, on forge aussi, dans les contes bretons, on forge des bâtons de fer, bassourn, qui est en général l'arme du héros qui lui permet de faire plein de choses. Et sans aller trop loin, parce qu'on pourrait y passer 3 heures et je vois qu'il est déjà 11h34, mais on a dans des traditions en Bretagne d'objets qui permettent d'accélérer la mort de quelqu'un, en tout cas le trépas, pas le trépas, trémènement, on dit en breton, l'agonie, pardon,
d'une personne. Mais je ne vais pas rentrer en détail. Et puis, juste rapidement, quand même, un personnage que j'ai découvert qui s'appelle Antadikos, qui est dans le Morbihan, qui avait comment dire, certaines vertus, certaines caractéristiques qui nous ramènent directement à Merlin et au personnage d'Hermicos. Donc là, on a vraiment des personnages qui sont très proches les uns des autres. Ce sont aussi des gens qui maîtrisent la parole, la force du verbe. Dans le Kalevala, on a carrément une joute verbale entre deux héros du Kalevala qui fait penser aux disputes qu'on a en langue bretonne, qui sont des chants bretons traditionnels. Ça m'a vraiment fait penser à ça. Et puis aussi le fait que la force du verbe et la force du mot et la force du nom dans les anciennes sociétés, quelles qu'elles soient européennes, mais là on est au-delà de l'Europe, on trouve ça aussi dans les sociétés africaines, etc. Mais on a aussi donc ça dans le Kalevala, dans Tolkien, quand Gandalf doit utiliser certains mots magiques pour ouvrir une porte, pour entrer dans la Moria ou d'autres événements. Donc là, le lien entre ces différents personnages est évident. Le roi, évidemment. Alors, Rohan. Alors pour nous, Bretons, ça nous fait beaucoup sourire parce que le Rohan, c'est carrément le nom d'une famille noble en Bretagne. Et plus que d'une famille noble, puisqu'on a eu un des présidents de région qui faisait partie de la famille de Rohan, c'était donc avant Monsieur Le Drian. Donc voilà, voir le mot Rohan dans Tolkien, tout de suite, ça nous interpelle, bien évidemment. On pense au roi Arthur, bien évidemment. Pour Tristan, on pense au roi Marc. Évidemment, pour le Kalevala, on est dans une autre société, dans une société complètement différente, mais on pense, le lien peut se faire facilement avec Wainamoinen, donc je vais en parler, qui était le personnage principal du Kalevala, qui a aussi ce côté un petit peu vieux sage, patriarche, et puis qui maîtrise beaucoup de connaissances et qui a un côté un peu royal, si je peux dire, dans son personnage et dans ses actes. Je ne vais pas développer trop, peut-être je vois le temps qui passe, mais clairement, le Théoden fait penser à un roi du Moyen-Âge, plutôt du Moyen-Âge ancien, avec des liens avec le monde celtique et le monde nordique. Le roi Arthur, on est plutôt sur un roi de type, disons, Moyen-Âge plus tardif. Et le roi Marc, on est quelque chose. C'est important d'étudier plutôt toutes ces légendes celtiques parce qu'on est vraiment sur des personnages qui sont encore très marqués par leur origine celtique et païenne même, et qui ont été très transformés par le légendaire chrétien et le légendaire courtois de la littérature médiévale courtoise. Donc, mais là, clairement, on a facilement des liens à établir entre ces différents personnages de ces différents corpus légendaires et de la création donc, de Tolkien. Les princesses. Alors là, on a beaucoup de princesses dans Tolkien, mais beaucoup aussi dans le monde celtique. On a Arwen. C'est une princesse, c'est une demi-elfe. Donc, ses caractéristiques, c'est sa sagesse, elle est très courageuse, elle est immortelle, enfin, elle sacrifiera son immortalité. Juste une petite seconde, pardon. Son immortalité par amour. Donc, c'est une forme de mort, finalement. Elle va mourir au monde des elfes, ce qui nous rapproche de Isolde. Et puis, c'est aussi une dame courtoise, qui fait penser aux dames de la littérature courtoise médiévale. Et c'est aussi une amoureuse. Et quand on regarde Isolde, donc Isolde, nous on l'appelle Isolde Bléomélène, donc aux blonds cheveux, c'est une princesse. Alors, ce n'est pas une elfe, mais c'est une princesse d'origine hiberno-scandinave, en tout cas irlandaise. Et il faut savoir que l'Irlande était considérée au Moyen-Âge et même avant comme l'île des saints et des savants. Donc, on se rapproche indéniablement du monde merveilleux, des fées qui peuvent soigner avec des pommades, des onguents et des breuvages, des vins herbés. Il faut savoir qu'elle, comme sa mère, sont capables de soigner Tristan, qui normalement doit mourir. Il était abandonné sur un bateau suite à une blessure après un combat contre un dragon, si j'ai bonne mémoire. Et donc, elles vont le soigner. Et donc, elles sont capables, donc elles sont finalement presque des elfes. Mais évidemment, le personnage d'Isolde a été marqué par la littérature courtoise, donc par beaucoup d'aspects les caractéristiques des dames de la littérature courtoise de l'époque. C'est quelqu'un d'éminemment courageux, qui va subir de nombreuses épreuves par amour, et même après avoir quitté Tristan. Et puis, c'est la grande amoureuse de la littérature médiévale et même de la littérature tout court. On la voit dans énormément
jusqu'à Cocteau qui nous fera un film, Éternel Retour, qui est directement inspiré de l'histoire de Tristan. Et ben dans les contes bretons, on a la même chose. Alors évidemment, ce n'est pas des princesses au sens où on l'entend dans les littératures courtoises. Hein. Elles ont des noms, souvent des noms de petites paysannes bretonnes, hein, Margodic, Finetic, Lévénis. Mais ce sont des princesses malgré tout, souvent les filles de géants. Il ne faut pas oublier que Isolde a un oncle qui est le Morholt, hein, qui est donc un géant en Irlande. Et puis, elles ont les mêmes caractéristiques, la sagesse, elles sont courageuses, sont des amoureuses, et puis ce sont des sorcières, enfin des magiciennes plutôt. Et dans deux des contes bretons, on le cite, c'est dit textuellement, donc je traduis ce qui est dit dans un conte, par exemple, de Margodic Gandourienne, la petite Margot de La Fontaine. On dit d'elle qu'elle avait toute la connaissance de sa mère, et sa mère était 2 fois plus savante que son père. Et dans un autre conte, du Barbeau Vert, Finetic, on dit d'elle qu'elle avait étudié tous les livres de son père et qu'elle savait autant que lui et peut-être même plus. Donc, c'est des gens, des femmes qui étaient très savantes et qui étaient aussi des fées. Alors, difficile de trouver un équivalent direct dans le Kalevala. Malgré tout, on trouve un personnage qui s'appelle Kivutar et qui était une femme qui était comment dire, qui s'occupait des peines et des maladies et qui était capable de soigner les gens et qui était aussi très, comment dire, qui aidait beaucoup qui pouvait aider beaucoup les personnes. Donc, évidemment, elle ne couvre pas la totalité des caractéristiques des autres, Arwen, Isolde et de nos princesses bretonnes, mais au moins, il y a un élément qui est le fait de soigner, de soulager les peines qu'on retrouve. Et je n'ai pas trouvé d'autres personnages qui est plus complet par rapport à Arwen. L'amoureuse malheureuse, il y a toujours ça dans les histoires d'amour, hein, toujours celle qui est aimée mais qui n'est pas aimée en retour, ça arrive partout. Ça. Donc, on a Éowyn dans la fille du roi de Rohan. Donc, pour elle, ça va bien se terminer puisqu'elle va finalement trouver un autre amoureux, hein, se marier avec un autre roi. Mais au début, elle est amoureuse d'Aragorn et elle sera conduite puisque Aragorn est amoureux d'Arwen. Et là, on retrouve vraiment presque identique l'histoire de Tristan et Iseult, puisqu'on sait que Tristan doit quitter Iseult, donc il s'exile en Petite-Bretagne, donc la Bretagne à nous, la Bretagne armoricaine. Et là, il rencontre une autre Iseult. Et alors, c'est très amusant parce que en français, le nom était très mal traduit. En français, on traduit ça par Iseult au blanchemin. Mais en vérité, le mot breton veut dire Iseult au sourire aimable, au sourire blanc. Blanc. Le mot blanc en breton voulant dire saint, aimable, etc. Donc, il va rencontrer une autre Iseult, mais finalement, trop amoureux de son Iseult aux cheveux blonds, le mariage ne sera pas consommé avec Iseult au blanchemin, enfin, au blanchemin en français, et puis en français donc. Et donc, finalement, ça va entraîner l'histoire que vous connaissez. Il va mourir et va être trahi par la deuxième Iseult. Donc, ça se termine mal pour l'Iseult de l'histoire de Tristan. Ça se termine mieux pour Éowyn, mais on est vraiment dans le même domaine. Alors, dans les contes bretons, on a des choses assez comparables, même si en général, la princesse arrive toujours à ses fins et à récupérer son héros à la fin, d'une manière ou d'une autre. Mais il y a toujours un moment où c'est tout à fait clair dans le conte de Margodic. Margodic, à un moment, elle est carrément oubliée par son petit héros, son petit prince, parce qu'il n'a pas suivi ses consignes et donc il a oublié l'histoire qu'il a vécue avec elle. Donc, elle arrive à faire en sorte qu'il se rappelle de nouveau d'elle, mais ce sera pas, ça entraînera beaucoup d'aventures, mais ça se terminera bien. Donc, d'une certaine manière, Margodic va mourir à la mémoire du héros breton. Et dans le Kalevala, on a Aino, donc pareil, qui ne recoupe pas entièrement les héroïnes que je viens de citer précédemment, mais qui va être, comment dire, Wainamoinen, dont on a parlé tout à l'heure, va chercher à l'épouser, seulement c'est une toute jeune fille, et lui, il est très vieux, donc évidemment, la jeune fille n'a pas trop envie de se marier avec ce vieux monsieur, et donc elle va carrément le rejeter, et elle va se noyer. Et ça fait penser à une autre légende gaélique, qui est la légende de Deirdre, une légende de gaélique d'Écosse, ou Deirdre qui doit aussi être promise à un mari qui ne lui plaît pas, pour différentes raisons dans cette histoire, préfère se tuer en se jetant sur une pierre, plutôt que d'être mariée, de vivre avec ce monsieur qu'elle n'aime pas. Donc on a quelquefois, malgré tout, des ponts, mais ils sont assez plus difficiles à établir. Intong Galadriel, c'est la grande fée, c'est la dame du lac, hein, c'est Morgane. Donc là, on voit que le personnage de Galadriel a vraiment été directement
comment dire, inspiré de Morgane. Dans le Kalevala, on a un personnage qui fait penser, c'est Léonottar, c'est une fée de l'air et du monde, c'est aussi la maîtresse comment dire, du Tonka en breton, c'est, je ne trouve plus le mot français, pardonnez-moi une petite seconde, Tonka, c'est le destin, voilà, la destinée. Et puis, du berceau jusqu'à la mort. On a aussi d'autres personnages qui est comme Marjata, j'espère que je le prononce bien, qui en vérité une reprise de la Vierge Marie, dans les textes les plus tardifs du Kalevala, où il y a une influence chrétienne. Et puis on a Mieliki, qui est comment dire, qui est une fée des bois, et aussi comment dire, quelqu'un qui symbolise la générosité et de la nature et des forêts. Voilà. Donc, on ne retrouve pas tout à fait, encore une fois, les mêmes personnages, mais on a un univers qui est assez proche malgré tout. J'en parlerai à la fin dans ma conclusion sur le fait que le Kalevala donne plutôt un contexte d'univers dans lequel Tolkien a développé des personnages qui sont plus du domaine indo-européen. Le nain, Gimli, bien évidemment. Donc, chez nous, alors en Bretagne, les nains, alors là, si vous ne connaissez pas les Korrigandes, même si vous n'êtes pas bretonnant, je pense que là, il faut aller lire quelques livres de base. Donc, dans le Tolkien, on a évidemment Gimli, on a Frodo, c'est un nain aussi, hein, c'est un petit homme. Et puis, on a aussi Tom Bombadil. Alors, dans le film, il a complètement disparu. Et Dieu sait si pourtant, dans le livre, il occupe une place très importante, surtout dans les premiers chapitres, dans le premier livre de Tolkien, Seigneur des Anneaux. Donc, ils vivent sous la terre, il y aurait tout un tas d'histoires. Et c'est souvent des gens qui sont plutôt gentils, un petit peu sauvages, mais plutôt aimables et sympathiques. Chez nous, les Korrigans, ils sont souvent aussi aimables et sympathiques, mais quelquefois, ils nous jouent des tours et puis nous font des mauvaises blagues. Ils peuvent être aussi méchants, on trouve ça dans les légendes bretonnes. Dans le Kalevala, je n'ai pas trouvé l'équivalent directement. J'ai trouvé un personnage Tapio qui a un peu les mêmes caractéristiques que les nains bretons et que les nains de Tolkien, mais dont je n'ai pas pu affirmer, enfin trouver d'affirmation quelconque qui prouvait qu'il était de petite taille. Donc, je suis bien embêté. Par contre, on a, en lien avec le personnage de Ici, qui lui est un personnage en lien avec le monde du diable et de l'enfer, on a des petits personnages qui s'appellent les Iidet, qui seraient un peu comme des gobelins, qui ne seraient pas spécialement sympathiques, mais qui reprendraient une partie des caractéristiques négatives, je veux dire, des nains qu'on trouve dans les légendes celtiques et parmi les personnages de Tolkien. Le méchant, il y a toujours un méchant dans les histoires. C'est Saruman, on a aussi Angmar. Dans les légendes bretonnes, il y en a plein, des méchants. Je n'ai sélectionné un qui est le Barbover. Barbover, c'est un magicien et il a une caractéristique qui est assez intéressante, c'est que son château, il est dans le ciel, suspendu à 4 chaînes d'or. Donc là, on retrouve quelque chose qu'on trouve dans Tristan et Isolde, par exemple, avec la prison de verre, qu'on trouve dans beaucoup d'endroits, dans beaucoup de légendes celtiques et européennes, d'un personnage qui est dans un château un peu merveilleux, qui est au-delà du monde, dans un autre monde finalement. Et on a donc un personnage équivalent dans le Kalevala, qui est ici, dont j'ai parlé. Vraiment, c'est quelqu'un de méchant. C'est le dieu des forêts profondes. Il est carrément... alors, il faut se méfier aussi, il faut penser que tout ça a été revu aussi avec la christianisation. Hein. On a ça en Bretagne aussi, avec beaucoup de personnages qui sont devenus des personnages méchants, alors qu'ils étaient tout bêtement très gentils avant, mais ils ont été vus d'une manière méchante, comme des personnages méchants par la religion chrétienne. Donc, clairement, il est rattaché à l'époque du paganisme et du chamanisme. Et puis, il y a un personnage, mais c'est un personnage féminin, qui vraiment fait penser au personnage des méchants dans les contes bretons et dans Tolkien, qui est donc Louhi, qui est la maîtresse de l'enfer. L'enfer étant situé pour les Finlandais au nord du monde, on en parlera tout à l'heure. Et puis le méchant des méchants, c'est Sauron, évidemment, le Dark Lord. On a un personnage équivalent c'est assez étonnant d'ailleurs, mais peut-être pas tant que ça finalement, dans les légendes galloises et gaéliques, c'est Balor et Ispasen Pencaur. Et puis dans les légendes bretonnes, on a un personnage qui est le Horf Épéné, le personnage de l'homme sans âme, le corps sans âme. Alors je vais passer assez rapidement dessus, mais
c'est assez intéressant de voir que dans le conte breton du corps sans âme, ce corps sans âme là, dont vous avez l'image équivalente pour les Gallois, il vit dans dans un château. Quand on ouvre les fenêtres, il y a du feu qui sort des fenêtres et qui détruit tout. Voilà. Donc, on a un peu la même chose chez les Gallois avec le personnage d'Ispasen, si on lui soulève les yeux, ça lance des éclairs, entre guillemets. Et ça, on retrouve ça dans beaucoup de personnages chez les Indo-Européens. On a ça chez Courlaine, pour les Gallois, dans le domaine irlandais et gaélique. Et on a ça aussi chez Homère, dans l'Iliade. On a Achille qui a la flamme du combat, qui devient aussi lumineux au moment où il reprend le combat après s'être mis un peu de côté. Et donc, et Sauron, lui, sa caractéristique, c'est quand même son œil, il est au bout d'une tour, et c'est comme un espèce de tourtant, de phare, presque de radar qui détecte tout et qui est aussi, comment dire, c'est une flamme finalement. Donc on retrouve un peu ces mêmes caractéristiques, et puis surtout, ce sont des personnages qui sont particulièrement méchants et qui veulent le mal, qui symbolisent le mal dans toutes ces légendes. Donc là, on a un lien qui est vraiment très direct. Les animaux, alors je vais passer assez rapidement, ça prendrait beaucoup trop de temps. Le personnage principal qu'on retrouve vraiment dans les trois, c'est le dragon. Alors dans le Kalevala, on le voit sous une forme un peu différente, mais on a aussi les signes qui sont aussi très présents. On a alors je dis dans une forme différente dans le Kalevala parce qu'on parle de serpents, c'est dans le chant 19. Mais on en parle d'une telle manière que vraiment ça fait penser plutôt à des dragons qu'à des serpents. À savoir en plus qu'en langue bretonne, un des mots pour dire dragon en breton, c'est sarpent. Et puis on a des animaux plus, moins évidents, comme les balafénettes en breton, c'est donc les papillons, les fourmis aussi dans les contes bretons. Mais donc, les animaux ont tous un rôle, hein, ils ont tous le même rôle à peu près, ils aident, ou alors ils sont des animaux qui vont être des animaux qu'il va falloir tuer pour achever la quête. Donc, soit des obstacles, soit des animaux qui vont être facilitants. Et donc, ça, vraiment, on est dans le monde habituel des contes, hein, on trouve ça vraiment dans tous les contes tels qu'ils sont. Les lieux, alors rassurez-vous, je ne vais pas vous développer tout ça. Les lieux les plus importants, c'est dans Tolkien, la forêt partout présente. On a ces fameux arbres vivants, les Ents, mais on retrouve ça d'une certaine manière aussi dans l'imaginaire celtique, hein, et même très ancien. On a des témoignages de combats où les arbres finalement sont utilisés comme des armes. Mais est-ce que c'est les arbres eux-mêmes qui deviennent des guerriers, ou est-ce que c'est les guerriers qui utilisent les arbres comme arme pour détruire leurs adversaires? Les arbres tombent sur les armées adverses, ou la forêt enserre l'armée adverse ou la troupe d'ennemis pour les détruire. On a ça dans Tolkien. On a ça aussi dans un légendaire beaucoup plus ancien dans le monde germanique avec Hermanius, hein, le fameux guerrier germain qui avait détruit des légions romaines au fond de la forêt germanique. Donc la forêt, clairement, c'est un monde qui fait peur. Il ne faut pas oublier que pour les chrétiens, pour la religion chrétienne, la forêt, c'est le monde des païens. Donc la première chose que font les moines quand ils arrivent quelque part, c'est détruire la forêt, c'est défricher. Voilà. L'action qui fait plaisir à Dieu, c'est défricher pour les moines, dans l'imaginaire chrétien de l'époque. Donc, alors que pour nous, qui sommes dans le légendaire celtique, la forêt, c'est la forêt qui est protectrice. La forêt qui protège, ou la forêt qu'il faut éventuellement dompter, qu'il faut éventuellement maîtriser pour ne pas être détruit par cette forêt. Mais dans toutes les légendes, on trouve la forêt. Et évidemment, la Finlande, c'est avant tout un pays de forêt. Mais c'est aussi un pays de lacs. Donc, les lacs et les rivières ont beaucoup d'importance dans le Kalevala, mais on retrouve aussi dans les légendes celtiques l'importance des rivières ou des fleuves qui souvent sont le point de passage entre un monde et un autre, le monde des hommes, le monde des vivants, et puis le monde imaginaire ou le monde des morts. Et dans Tolkien, on a évidemment la même chose, avec différentes rivières qui partagent certains mondes, et puis évidemment les lacs qu'on trouve dans les légendes celtiques, ne serait-ce qu'avec le lac du roi Arthur, où il y a la forêt, il y a l'épée Excalibur, la Dame du lac, etc. Et puis évidemment l'île.
qui est très importante. Alors, plus surprenant le Kalevala, qui on n'imagine pas comme un pays avec des îles, mais il y a des lacs, donc il y a des îles aussi. Je ne vais pas m'étaler sur l'île d'Avalon, que vous connaissez tous, évidemment. Et puis, dans Tolkien, on a les terres interdites de l'Ouest et leur promesse d'immortalité. Donc, il faut savoir que toutes les îles merveilleuses dans l'imaginaire celtique se situent à l'Ouest. Et même chez les Grecs, hein, les Hespérides, hein, c'est à l'Ouest. On va chercher des pommes d'or, on va chercher la toison d'or, ce sera toujours vers l'Ouest. Et aussi dans Tolkien, on a, comment dire, à la fin de l'histoire des Seigneurs des Anneaux, on a les terres éternelles de l'Ouest, là où va aller Gandalf, Bilbo et Frodo. Et aussi, j'ai pas pu développer, mais on a l'île de Valinor dans le Silmarillion, qui reprend un peu les mêmes caractéristiques. Donc là, l'imaginaire de l'île, comme étant une île de refuge, et aussi une île magique où il y a des fées, évidemment, est très importante. On retrouve ça aussi dans Homère, dans l'Odyssée, avec Calypso, Circé, et j'en passe. Aller plus loin. Et puis, évidemment, on va presque terminer, on arrive au bout. Les instruments, alors Dieu sait si dans les légendes, il y a des instruments. L'anneau, évidemment, dans le Tolkien, c'est le cœur du sujet, évidemment. On a l'arc, l'épée, la harpe, le moulin, plus étonnant, les moulins. Alors, dans le Kalevala, le moulin est très, très important. Alors, on sait que c'est un moulin, mais on ne sait pas trop si c'est un moulin, mais ça y ressemble beaucoup. C'est le Sampo qui va vraiment être le cœur de beaucoup d'aventures dans le Kalevala. Il a une caractéristique très intéressante pour nous, c'est lui, il fournit des richesses, etc., et le bonheur à tous, mais très intéressant, il fournit, alors voilà, on voit quand même que c'est des légendes qui sont des gens qui sont d'origine populaire. Il faut, bleu, c'est donc la farine, l'argent et le sel. Et là, quand on lit ça, on se dit, mais mon chien, mais il y a un conte breton qui a été raconté par Père Jacques Hélias et d'autres, où le fameux moulin qui tombe dans l'eau, et c'est grâce à ça que la mer est salée. On retrouve la même chose dans le Kalevala. On n'a pas de moulin dans Tolkien, pas à ma connaissance en tout cas. Peut-être dans le Hobbit, je parle sans être trop sûr, je revérifie. En tout cas, pas dans Tolkien à ma connaissance. Par contre, on a un anneau. Et dans les contes bretons, on a aussi des anneaux qui servent à différentes choses. Alors, parfois, à pouvoir, comment dire, devenir invisible, etc. Il y a beaucoup de points communs. On a aussi, évidemment, le rôle de l'épée qu'on trouve partout, et un rôle l'épée aussi présent dans le Kalevala. Mais trois instruments importants, donc le Sampo dans le Kalevala, le Graal, évidemment, pour les légendes celtiques, et puis donc l'anneau dans Tolkien, avec une caractéristique, c'est que la quête dans Tolkien est une quête inverse. On ne va pas à la recherche d'un objet. On a un objet, il faut s'en débarrasser. Il faut l'amener quelque part. Le Graal, par contre, c'est on va le chercher, il faut qu'on le trouve. Et le Sampo, c'est on va le créer, on va le trouver, et après, il faudra le retrouver parce qu'on nous l'a pris. Donc, on est sur des choses qui sont pas tout à fait identiques, mais qui se croisent quand même beaucoup. Un rapide focus sur Tolkien et la foi chrétienne. Tolkien était catholique dans un pays anglican. Ça n'a pas facilité la vie à sa mère, ni peut-être à lui après. Caractéristique intéressante, on ne trouve à aucun moment le mot Dieu dans Tolkien. C'est un monde qui est dans l'imaginaire et dans le merveilleux, mais qui n'est pas dans le religieux. Il n'y a pas de religion au sens strict du terme qui est mis en avant dans l'œuvre de Tolkien. Par contre, il y a constamment la notion de la lutte entre le bien et le mal. On a un personnage qui est très proche de Lucifer, mais pas dans le Seigneur des Anneaux, mais dans le Silmarillion, c'est Morgoth, qui est l'ennemi du monde et qui a le même parcours, c'est-à-dire qu'après avoir été celui qui a été celui qui aidait le grand dieu Silmarillion, ou le grand personnage du Silmarillion, devenir celui qui va essayer de prendre son pouvoir, de devenir aussi fort que lui, un peu comme Lucifer par rapport à un ange déchu. On a un peu la même notion d'ange déchu. On a une notion intéressante qui est dans le Seigneur des Anneaux, qui est le lembas. C'est un pain elfec qui donne de la force. On en mange un petit peu et on peut voyager très longtemps. Et ça fait penser au viaticum des chrétiens, qui est un petit peu une espèce de nourriture qu'on donne pour le dernier voyage, juste avant la mort. Et certains ont fait un lien entre Frodo et le Christ. Alors, je ne sais pas si on peut aller jusque-là, mais c'est vrai qu'il y a dans Frodo, il y a la notion de martyr, il y a la notion de sacrifice, et il y a la notion de tentation, qui est finalement intéressante. Alors, je n'ai pas été plus loin sur ce terrain, qui est moins mon domaine, mais pourquoi pas, c'est peut-être un chemin à explorer.
Donc, beaucoup de points de convergence. Il y a aussi des points de divergence, on l'a vu. Encore une fois, pour moi, l'univers du Kalevala donne un contexte aux œuvres de Tolkien, clairement. Par contre, les personnages, on les retrouvera plus, comme j'ai dit tout à l'heure, dans le monde indo-européen, des légendes celtiques, germaniques et des textes, des légendes anciennes, même, comment dirais-je, donc les légendes germaniques, celtiques et espagnoles. Donc, pour aller plus loin, parce que je suis loin d'avoir épuisé le sujet, bien que ça fait bientôt 1h30 qu'on est ensemble, et j'espère que vous êtes toujours là et que vous ne vous ennuyez pas, c'est important. Donc, je vous conseille vivement une conférence qui a été faite, que vous pouvez trouver sur YouTube, par Madame Tina Kartama, qui est une Finlandaise qui parle excellemment français, qui travaille à l'INALCO, qui travaillait en tout cas à l'époque à l'INALCO, qui a fait une conférence passionnante sur le Kalevala. Je vous conseille ici un petit film qui est tout bête, mais qui est très bien fait, qui dure un quart d'heure, L'homme littéraire, voyage en mythologie finlandaise, qui est très sympathique à regarder. Je vous conseille vivement aussi le film, mais il est en breton, mais sous-titré en français. Le film de Renan Hyrien, Pagus Agnol, qui fait le lien entre le Kalevala et le Barzaz Bryce, dont on a parlé. Donc c'est très intéressant. Une émission sur France Culture, la plongée dans la poésie finnoise, qui vous permet de faire connaissance avec Gabriel Reboursé, qui est le traducteur en français du Kalevala, et l'émission est passionnante aussi. Alors, une série d'émissions faites par Arte à la recherche du Hobbit. Honnêtement, je ne les ai pas trouvées super, mais malgré tout, il y a beaucoup de choses intéressantes à apprendre. Mais je trouve que bon, ils ont un peu raté le sujet, mais même si bon, ça vaut le coup quand même de les regarder parce qu'on apprend beaucoup de choses. Deux références en langue française assez récentes dans le magazine littéraire Lire, donc Tolkien, La fabrique d'un monde, 2013, et donc encore une fois dans Lire hors série, donc Tolkien, le Seigneur des écrivains. Je précise que pour tout ça, je ne touche aucun royalty, c'est vraiment à titre bénévole. Donc je vous dis Trugaredor et Kenavo, et donc j'ai trouvé une petite expression en elfek. Une étoile brille sur l'heure de notre rencontre. Donc j'espère qu'une étoile a brillé sur cette heure et demie que nous avons passée ensemble.